Électrochoc, le podcast des électrons libres. Low-tech, le mirage écolo-bricolo. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cette tendance qui séduit tant de monde, mais qui, quand on y regarde de plus près, pose pas mal de questions sur son efficacité réelle. Bonjour Céleste. Bonjour Max. C'est vrai que la low-tech a une aura presque sacrée en ce moment. On nous vend le four solaire fait maison, les toilettes sèches, le vélo cargo comme la solution ultime aux crises environnementales. Une sorte de retour à la simplicité salvatrice, très séduisante sur le papier. Exactement. L'idée de se libérer de la haute technologie pour retrouver une autonomie artisanale fait rêver. Mais en tant que spécialistes des technologies de transition, nous devons regarder les faits avec objectivité. Et les faits montrent que ce mouvement confond souvent la sobriété des usages avec une forme de nostalgie technique. Une nostalgie qui ignore parfois les lois de la physique et de l'économie. Tout à fait. Le premier grand problème de cette approche, c'est ce qu'on pourrait appeler l'arbitraire moral. Contrairement à l'éco-conception qui utilise des analyses de cycles de vie très précises et normées, la low-tech repose sur des jugements très subjectifs. On décrète ce qui est bien et ce qui est mal. Oui, on entend souvent dire qu'un écran ultra haute définition est un caprice absolu, alors qu'un vélo cargo serait la perfection incarnée. Mais c'est oublier la diversité des vies humaines. Prenons une personne âgée isolée en maison de retraite. Pour elle, la télévision n'est pas un gadget aliénant, c'est un lien social et cognitif vital, bien plus utile qu'un vélo cargo qu'elle ne pourra de toute façon jamais utiliser. C'est un point crucial. Vouloir imposer une éthique de la rareté risque de transformer la sobriété en un ascétisme autoritaire. Un ascétisme qui pénalise d'abord les plus fragiles et tous ceux dont les besoins diffèrent de la norme imposée. Et puis, il y a ce fameux mythe de l'ancien. Cette idée tenace que ce qui est rustique et réparable soi-même est forcément meilleur pour l'environnement. Ah, le fameux élange du carburateur. C'est vrai qu'un vieux moteur est simple à comprendre et à réparer, mais d'un point de vue thermodynamique, c'est très médiocre. L'injection électronique moderne, souvent critiquée parce qu'elle ressemble à une boîte noire intouchable, n'a pas été inventée pour le plaisir de complexifier. Non, bien sûr, elle a permis de diviser par 2 la consommation de carburant et de réduire drastiquement les émissions de polluants locaux, grâce à un ajustement ultra précis du mélange air et carburant. C'est une avancée écologique majeure. C'est la même chose avec la fameuse 2 chevaux de nos grands-parents. On nous dit avec nostalgie qu'elle se réparait avec un bout de fil de fer, mais on oublie qu'elle demandait un entretien constant, qu'elle rouillait très vite et qu'elle niveau sécurité, c'était une véritable catastrophe. Pareil pour la machine à laver increvable d'autrefois. Si elle semblait durer 30 ans, c'est surtout parce qu'elle tournait 1 fois par semaine. Aujourd'hui, une famille l'utilise 5 fois plus souvent. Les machines modernes consomment 3 fois moins d'eau et d'électricité, tout en lavant mieux avec des lessives moins polluantes. La longévité du passé, c'était avant tout de la sous-utilisation. Un autre point fascinant dans notre domaine, c'est le mépris pour l'industrie. On imagine souvent l'artisanat économe et l'usine comme un monstre gaspilleur. C'est une méconnaissance totale de l'ingénierie moderne. L'industrie, c'est la science de l'optimisation extrême. Absolument. Un ingénieur calcule les structures pour ne jamais gaspiller un gramme de matière. Le bricoleur, lui, va souvent surdimensionner ses pièces par sécurité, faute d'outils de mesure précis. Et énergétiquement, le fait maison est souvent un non-sens. Oui, prenons la cuisson du pain. Faire cuire sa baguette dans son four domestique, c'est une perte de chaleur énorme pour une seule unité. Le four du boulanger, lui, est parfaitement isolé et produit des milliers de pains avec une dépense électrique par kilo 20 à 50 fois inférieure. C'est la même logique pour les yaourts maison. Les pompes à chaleur industrielles sont bien plus efficaces que la petite résistance électrique de la yaourtière de cuisine. L'industrie minimise les pertes, optimise les découpes de matériaux pour éviter les chutes et crée des pièces d'une précision micrométrique qui réduisent les frottements. Sacrifier cette excellence, c'est accepter un gaspillage structurel au nom de le folklore. D'ailleurs, l'exemple le plus ironique de cette mouvance, c'est le vélo. C'est le symbole absolu de la simplicité pour beaucoup. Pourtant, c'est un contresens historique magnifique. Exactement. Le vélo moderne est un pur produit de la haute industrie du 19e siècle. Il a fallu inventer l'acier tubulaire de précision, la vulcanisation complexe du caoutchouc, les roulements à billes ultra précis. Sans cette industrie lourde et centralisée, un vélo pèserait 40 kg et perdrait 1/3 de son rendement par friction.
Le vélo est une réussite de l'industrie de pointe, pas du bricolage. Et il faut aussi parler du coût social de ce puritanisme technologique. La rusticité, c'est souvent pensé pour des personnes valides qui ont du temps libre et de la force physique. C'est très juste. Pour une personne en situation de handicap, la haute technologie, comme la domotique, les chaises électriques ou les prothèses bioniques, c'est la condition même de son autonomie. Refuser la technologie sous prétexte de pureté écologique, c'est exclure une partie de la population. Sans oublier les faire bons. Le four solaire qui ne fonctionne qu'en plein été à midi ne remplace jamais vraiment la cuisinière. Il s'y ajoute. La petite cabane minimaliste au fond de la Gardine finit souvent en location touristique, ce qui augmente l'empreinte matérielle globale sous couvert de minimalisme. En conclusion, on voit bien que le système D a ses limites. Son inefficacité intrinsèque et son refus de la standardisation l'empêchent d'être une solution à grande échelle. Rénover centaines de milliers de logements avec de la paille et de la terre crue, cela relève de la pensée magique. Tout à fait. Pour répondre aux besoins d'une population mondiale croissante et décarboner massivement, nous devons miser sur une haute technologie verte. Les véhicules électriques, les pompes à chaleur, les énergies renouvelables, le nucléaire ou les carburants de synthèse. L'innovation et l'optimisation industrielle sont nos meilleurs atouts pour un avenir durable et prospère. La transition écologique mérite beaucoup mieux que du bricolage. Elle a besoin de notre génie scientifique. Merci Céleste pour cet échange passionnant. Merci Max. Gardons confiance dans notre capacité à innover pour relever ces défis. À très bientôt. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.